Comme on dit toujours, c'est peut-être ces cépages-là qui donnent le plus en termes de signature dans les vins et donc peut-être la race demain des grands vins de Bordeaux. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bordeaux souffre, c'est indéniable. Dans les mois qui viennent, vous pourrez écouter les témoignages de plusieurs vignerons et vigneronnes que j'ai rencontrés en ce printemps 2025 et qui vivent des situations diverses. En parallèle de la découverte de leurs domaines respectifs, je les ai questionnés sur les déterminants de la crise actuelle pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le Bordelais. Dans cette période compliquée, j'ai tenu à rencontrer un domaine qui tire très bien son épingle du jeu, les Carmes-Aubryon. Et si leur situation est si enviable, c'est pour de bonnes raisons. Il y a une vision, une ambition, et la chance d'avoir les moyens de les concrétiser. Pour rentrer dans le détail, Florian et moi avons rencontré Guillaume Poutier, directeur général du domaine depuis 2012, et Thibaut Richard, directeur commercial depuis 2024. Un tandem qui ne laisse rien au hasard. Guillaume Poutier, Thibaut Richard, bonjour. Merci infiniment de m'accueillir, moi et Florian, au Carmes-Aubryon. On est sur une propriété singulière à bien des aspects. Et le premier, c'est que c'est la dernière propriété qui a une adresse à Bordeaux, donc 33 000 Bordeaux. Avant qu'on parle de cette propriété en détail, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Alors je vais commencer. Donc je m'appelle Guillaume Poutier. Ça fait maintenant 13 ans que je suis au Carmes-Aubryon en tant que directeur de la propriété et je gère à la fois les aspects en fait très transversaux, un peu de commerce, un peu de technique et surtout beaucoup de passion parce que c'est une propriété comme vous avez dit au départ avec beaucoup de spécificités et on essaie de mettre en lumière la signature de ce lieu qui est un lieu assez magique parce que d'abord comme vous dites il est centre-ville donc on y reviendra je pense après mais il amène beaucoup de caractéristiques assez spécifiques à la maturité du raisin. Et nous avons beaucoup de choses uniques sur ce lieu. Bonjour, donc moi c'est Thibaut Richard. J'ai la chance d'être donc le directeur commercial des Carmes. Je suis arrivé ici il y a à peu près 1 an et avant j'avais donc été négociant pendant pas mal de temps sur la place de Bordeaux. Donc ça a été une transition hyper intéressante pour moi. Et c'est vrai que de se retrouver dans ce lieu et de pouvoir être le responsable de tout ça aux côtés de Guillaume et surtout participer à l'expansion de cette propriété, c'est un vrai challenge et un honneur aussi. Guillaume, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours un petit peu s'il te plaît ? 13 ans au Carmes-Aubryon. Avant, qu'est-ce que tu as fait ? Alors avant j'ai un peu voyagé parce que j'ai travaillé un peu dans le Rhône pendant quelques années dans une très belle maison qui s'appelle la maison Chapoutier et avant j'étais aussi à Bordeaux chez un autre négociant qui avait aussi des propriétés donc qui s'appelle Dourte CVBG Cressman et donc ça m'a beaucoup appris puisque c'était juste en sortant de l'école. Et donc là, on m'a donné très jeune des responsabilités qui m'ont pas mal forgé, surtout technique, puisque à ce niveau-là, j'étais surtout sur de la technicité. Et j'ai basculé en fait sur une partie commerce et on va dire place de Bordeaux quand je suis arrivé au Carmes-Aubryon. T'as pas un accent bordelais, il me semble. Il paraît. Donc je suis pas très loin d'ici, à peu près à 250 km. Moi, je suis né à Toulouse. La patrie du rugby, donc c'est en ce moment c'est le gros challenge avec l'UBB. T'as toujours voulu travailler à Bordeaux ou qu'est-ce qui t'a amené dans le Bordelais ?
Alors non, pas du tout. Ça a été juste un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, en sortant de l'école, donc j'ai fait Purpan. Purpan, c'est une école agricole, et j'aime bien le dire, parce que c'est une école qui nous apprend vraiment la notion terrienne. Et quand on veut essayer de faire un grand vin, c'est très important d'avoir des notions terriennes, parce que tout part de là. Et on le verra ici, parce que c'est vraiment, vraiment très important pour nous. Par contre, derrière, Bordeaux vous amène un dynamisme rare au niveau technicité, pour avoir voyagé dans pas mal d'endroits, parce que quand j'étais chez Chapoutier, j'avais la chance aussi d'aller à l'étranger, au Portugal, en Australie et ailleurs. Et la technicité de Bordeaux aujourd'hui est à la pointe, que ça soit viticolement parlant ou, on va dire surtout vinicolement parlant. Mais d'autres régions, par contre, grandissent très vite, rattrapent beaucoup leur retard. Mais je trouve que Bordeaux a encore des techniciens qui sont hors pair. Qu'est-ce que ça veut dire que la technicité elle est à la pointe à Bordeaux, et comment ça se fait que Bordeaux est en pointe? C'est-à-dire que aujourd'hui, Bordeaux doit se remettre en cause sur beaucoup de niveaux, et a fait une grosse évolution en termes de, on va dire, de qualité de raisin et de spécificité de vin. Et pour ça, avec essentiellement aujourd'hui le réchauffement climatique, on travaille pour garder toujours ce climat océanique et cette fraîcheur dans les vins que l'on a à Bordeaux et que l'on veut garder, puisque si on donne la définition du grand vin, c'est avant tout l'équilibre, la complexité et la race. Et je trouve qu'aujourd'hui, Bordeaux va de plus en plus sur des vins de lieu. Et du coup, pour affiner ces vins de lieu, on arrive à travailler dans notre sélection viticole, c'est-à-dire d'abord sur nos plants, sur les plantations, sur le raisonnement en fait de la production viticole. Et derrière au chai, nous avons des moyens maintenant de sélection qui sont accrus pour optimiser toujours une qualité que l'on a décidée. Ce que je comprends là, c'est qu'il y a un savoir-faire qui est propre à la région, et en tout cas qui se diffuse dans la région. Comment ça se diffuse d'une propriété à l'autre? Comment est-ce que tout le monde avance? Alors, en fait, je pense que on a toujours reproché à Bordeaux d'être plutôt fermé et même peut-être entre propriétés, alors que je pense que la nouvelle génération qui est en train d'arriver, mais maintenant qui a plus de 10 ans, communique beaucoup entre elles. N'hésite pas à donner les recettes, parce que toujours il faudra un chef d'orchestre pour appliquer la recette. Et donc toujours il y aura une interprétation de cette recette qui sera différente. Et au final, le lieu l'emportera toujours. Alors parlons des Carmes, si tu le veux bien. Qu'est-ce qui fait, au-delà de sa situation géographique, et peut-être même on va commencer par ça, la singularité des Carmes-Aubryon? Alors, situation géographique, puisque là, on est sur un clos de 10 hectares de terre, donc avec un vignoble implanté, où on a malgré tout un microclimat. Pour vous donner un ordre d'idée, d'une façon générale, puisque nous, on a la chance d'avoir 2 vignobles, un vignoble ici et un vignoble à Léognan. Et généralement, on récolte ce vignoble ici 15 jours avant le vignoble de Léognan, d'une façon générale. Pourquoi ? Parce que en fait, durant la journée, on a à peu près les mêmes températures, mais par contre, durant la nuit, l'effet de la ville entraîne des températures significativement plus hautes et donc une maturité accrue. Parce que n'oublions pas que on travaille une vigne, et une vigne, pour la plupart du temps, elle se développe énormément la nuit. Le jour, elle est plutôt en fait en absorption, comme on dit. Et ce lieu, en fait, c'est un lieu très atypique puisque d'abord, il a un encépagement qui est rare pour une rive gauche, c'est-à-dire qu'on est une dominante de Cabernet Franc. Donc c'est plutôt rive droite que l'on trouve en fait ces Cabernet Francs. Pourquoi ? Parce que pour optimiser vraiment la maturité d'un Cabernet Franc, faut un type de sol assez particulier, ce qu'on appelle les sols graveleux sur un sous-socle qui peut être argileux, et l'optimum c'est s'il y a du calcaire, et on a la chance d'avoir ça. Mais on a plus que ça, puisqu'on a une complexité de sol qui est très diversifiée. On a quasiment 13 UPB. UPB, c'est des unités pédologiques, donc c'est des types de sols différents sur 10 hectares donc de ce clos. Donc c'est ça aussi, cette diversité qui entraîne la complexité de notre lieu. Et après, on a amené une signature, et ça peut-être on en reparlera, sur notre vinification, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'essayer d'optimiser en fait un endroit. Je pense qu'il faut le signer.
On a 2 voisins qui sont quand même des voisins assez emblématiques, Aubryon et Mission, qui font des vins depuis des décennies qui sont magiques. Et on voulait pas faire, je pense, une pâle copie. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Donc, on a pris une autre voie, c'est de faire un vin unique, singulier, qui nous ressemble. Si on revient juste sur une partie historique, qu'est-ce qui fait que le vignoble, là, il a résisté à l'urbanisation ? Alors, il faut savoir que c'est un vignoble, d'abord déjà juste administrativement parlant. Il faut savoir qu'une zone classée agricole ne peut pas être transformée si facilement que ça en zone constructible. Voilà, il faut faire beaucoup de démarches. Et c'est plutôt la ville qui a gagné en fait sur nous, plutôt que l'inverse. Donc ce vignoble, pour vous dire, il est là depuis le XIIIe siècle. Donc tout autour, il n'y avait pas une seule maison, il y avait plutôt que des champs. Et du coup, on a conservé ça aussi parce que je pense que l'entité sur le lieu dit Aubryon, que ça soit Aubryon, Mission ou nous, était quelque chose d'ancré que les gens voulaient conserver. Cette entité-là, Aubryon, là, ce nom, il vient d'où et est-ce qu'il y a une signification derrière ? Alors, le nom Aubryon, en fait, il vient, comme je te disais, de même plus loin, puisque, en fait, ce lieu, c'est Haut-Brion et Petit-Brion, que l'on a ici. Donc, le Haut-Brion, pour donner un ordre d'idée, c'est là où est situé le premier grand cru classé, c'est une petite croupe et c'est l'endroit haut, en fait, de cette croupe. Et pour vous donner un ordre d'idée, un brion, en fait, c'est l'avant, en fait, d'un bateau. Qui en fait enrobe la carcasse et qui permet en fait d'être un peu comme un brise-glace. Et ce nom, l'histoire en elle-même ne dit pas exactement pourquoi ça s'appelle Aubryon, mais en tout cas le haut et le bas est lié en fait à ce dénivelé qu'on peut avoir ici à Pessac. Alors pour nous dénivelé, on parle de 20 mètres, hein. Voilà, mais bon, c'est déjà énorme pour nous. Brion, j'imagine que ça a influencé l'architecture du chai dans lequel on se trouve ? Exactement. Tu as parlé de maturité et du fait que vous avez une maturité précoce ici par rapport à Léognan. Dans le contexte du changement climatique actuel et de la hausse des températures moyennes, est-ce que c'est pas un inconvénient ou un défi en ce moment ? Alors, on pourrait le croire, mais si on regarde déjà les 2 derniers millésimes, 2024 et 2023, on est très content d'avoir en fait cette précocité, puisque c'était 2 millésimes qui étaient au départ précoces, qui sont devenus tardifs. Donc dans la maturité, on pourra peut-être en parler de tannique et donc la texture des vins à Bordeaux, parce que pour moi, un grand vin de Bordeaux doit être texturé. Ça nous avantage beaucoup. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de techniques culturales qui nous permettent quelque part de limiter ce réchauffement climatique. On peut parler du rendement, on peut parler en fait des surfaces foliaires exposées, du travail des sols. Donc il y a beaucoup de paramètres encore sur lesquels on peut jouer pour dynamiser vers le bas en fait cette incidence du réchauffement climatique. Par contre, je pense que l'incidence du réchauffement climatique est bénéfique vraiment à Bordeaux sur la maturité globale des millésimes qui vont arriver et la maturité moyenne pour la qualité des vins de Bordeaux. Si on rentre dans le détail, là, tu as parlé de surface foliaire exposée, de travail des sols. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous travaillez justement pour modérer les températures ? Alors, nous, on a en fait si on parle de travail des sols, on a des couverts végétaux qui en fait sont implantés, on va dire, à l'automne, et suivant comment se passe l'hiver en termes de pluviométrie, en termes de réchauffement, en termes de température, on va garder ces couverts végétaux, on va les différencier suivant les types de sols, et après on va soit les détruire, soit on va les rouler, soit on va les détruire pour replanter d'autres couverts végétaux. On va pas les détruire au même moment de la journée. Voilà, suivant en fait on va dire le statut hydrique de l'eau dans les sols. Donc si on a un manque de sol, on le fera pas au même moment que si on est en excès d'eau dans le sol. Et ensuite on va travailler sur la surface foliaire exposée, c'est-à-dire l'épaisseur de la surface foliaire, la hauteur et la forme. Voilà, donc c'est quand même 3 paramètres qu'il faut gérer. Et le dernier point quand même, et dans tout ça qui est le plus important, c'est la charge.
C'est suivant en fait si on est en déficit d'eau ou pas. Voilà, on va laisser plus ou moins de raisins à partir du départ et si on va travailler un aspect qui est quand même primordial, ne l'oubliez pas, pour essayer de faire un grand vin rouge. Le vigneron travaille au niveau viticole. Un seul aspect, c'est gérer sa contrainte hydrique. Donc nous, dès que la vigne débourre, notre objectif, c'est de rentrer cette vigne en contrainte hydrique, parce que n'oubliez pas que c'est une liane. Tant qu'elle a de l'eau et du soleil, elle pousse. Voilà. Et nous, on va devoir la contraindre pour récolter ses fruits et pour qu'elle amène à maturité ses fruits et ses pépins. Donc, du coup, pour faire un grand vin rouge, je le redis, parce que la gestion d'un grand vin blanc, c'est un peu différente. Mais là, on est vraiment sur un travail tout au long. Donc, on a tout un processus viticole avec des indicateurs. Puisqu'on a des sondes piézométriques dans les sols, on fait des mesures avec des chambres à pression, on travaille avec aussi du delta C13. Donc bon voilà, beaucoup de paramètres, d'indicateurs qui nous permettent, suivant les lieux, d'adapter régulièrement, c'est-à-dire à la quinzaine en gros, notre travail viticole. Par exemple, ce matin, quand on est arrivé, il y avait un travail des sols qui était fait avec 2 chevaux là dans une parcelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils font et pourquoi vous avez choisi de faire cette action-là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc 2025, à ce stade, donc on est le 4 avril, nous avons en fait depuis un mois une pluviométrie plutôt faible. Donc on a des sols plutôt ressuyés, ce qui n'était pas du tout le cas sur les 2 derniers millésimes. Donc alors est-ce que c'est parce qu'on est un millésime en 5 ? Parce que toujours on dit qu'à Bordeaux le millésime en 5 sont des grands millésimes, mais en tout cas on va dire que ça part plutôt bien, donc espérons que ça dure. Donc on a décidé là, pour que la vigne commence à minéraliser et à absorber en fait les éléments qu'il faut sans être trop déficitaire, de lui enlever le couvert végétal. C'est pour ça que là on est sur un travail où on travaille ici avec des chevaux. Alors pas pour se dire que c'est mieux ou moins bien, les chevaux, c'est juste pour nous quelque chose qui est important à 2 niveaux. La première raison, c'est qu'un cheval travaille avec moins de destruction de pieds, puisqu'ici on a des très très vieux pieds qui sont pas tous bien alignés, bien droits et autres. Et le mécanisme avec une activité purement mécanique, on détruit beaucoup de pieds, environ 2%, alors qu'on n'est même pas à 0,1% avec un travail au cheval, donc c'est très important pour conserver nos pieds. La deuxième chose qui est importante, c'est que humainement, on va pouvoir avoir des pressions moins fortes sur les sols, qui nous permet de conserver pour nous ce travail et ce côté vivant dans les sols, et que l'on veut absolument avoir ici. Puisqu'il faut savoir maintenant que ça fait plus de 20 ans que même si on ne le revendique pas, et je vous expliquerai pourquoi on revendique pas une certification, on travaille avec une vision de l'environnement qui est très importante pour nous. D'abord pour notre équipe et pour l'environnement, puisque comme vous dites, on est entouré de maisons, entouré de familles qui vivent avec leurs enfants, donc on essaye d'être très précautionneux à ce niveau-là. Et pourquoi, malgré tout, vous ne revendiquez pas une certification, du coup ? Parce que les certifications, aujourd'hui, elles ne sont que produits, d'une part, et surtout que viticoles. Alors que lorsqu'on fait un vin, on plante du raisin et on va jusqu'à l'expédition. Donc nous, on veut couvrir l'ensemble, en fait, de nos activités, viticoles, vinicoles, mise en bouteille, expédition. Donc c'est plutôt, nous, une gestion, on va dire, de bilan carbone qu'on veut gérer, et quelque chose qui est important pour moi, dans une certification, ce qu'on n'a pas besoin de gérer, c'est les résidus. Et pourquoi ? Parce qu'on ingère un produit, moi le premier. Pour nous, ce qui est plus important, c'est plutôt avoir le minimum de résidus et gérer en fait un environnement complet, plutôt qu'une certification qui n'est, je le redis, que produit. Et sur une année comme 2024 où il y a eu une grosse pression mildiou, il y en a eu aussi en 2023, comment est-ce que vous gérez et quel arsenal vous avez à votre disposition à la vigne ? Alors l'arsenal, en fait, il est pas plus important que les autres, il est juste pour moi de la réaction, de la réactivité, et ça c'est le moyen humain. C'est-à-dire que on renouvelle nos traitements quand on en a besoin, quand on estime qu'on en a besoin. Et c'est vrai qu'en 2024, il y a des moments où c'était compliqué à pouvoir passer. Et bien, quand on peut pas passer avec des machines, et bien on passe à dos. Donc
c'est laborieux, c'est contraignant, mais c'est le prix d'une récolte. Et c'est vrai que je trouve que l'équipe ici est vraiment formée et attachée à ce lieu pour, quand il faut venir travailler, même des samedis, même des dimanches, même des jours fériés, pour sauver la récolte, ils répondent toujours présents. Tu as mentionné le Cabernet Franc comme ayant une part prépondérante dans l'encépagement global. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette situation ? Alors, en fait, on n'y est pas arrivé, on en a hérité, donc c'est souvent le cas. Il faut savoir que il y a du Cabernet Franc ici depuis tout temps, c'est-à-dire que dans toutes les archives qu'on a, nous, c'est-à-dire on remonte même aux années 1580, on a en fait des pieds de Cabernet Franc ici. Pourquoi peut-être les anciens avaient vu que c'était un cépage qui s'épanouissait ici. Alors les anciens parlaient même pas de Cabernet Franc, parlaient plus de boucher, puisque en fait c'est un Cabernet Franc qui a, on va dire, qui est juste pour votre information, il faut savoir que le Cabernet Franc est on va dire le papa du Merlot et du Cabernet Sauvignon. Et ici on a cette chance d'avoir ces vieux pieds qui donnent naturellement des grappes toutes petites, 70 grammes, 80 grammes, des baies qui font des fois même pas un demi-gramme, donc qui naturellement sont très riches, très concentrés, très équilibrés, ce qui nous permet quelque part de quasiment rien faire après en vinification, puisque c'est eux qui donnent l'essence même et la trame de nos vins ici. Et c'est les sols particuliers dont tu as parlé déjà, qui font qu'ils se plaît bien dans cette partie du vignoble ? Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de contraintes hydriques. On a des cépages comme le Cabernet Sauvignon qui ont besoin de contraintes hydriques assez fortes. Les Merlots, on va dire entre deux. Le Cabernet Franc, il faut vraiment qu'elle soit modérée. Et donc c'est pour ça qu'il faut que rapidement, il y ait un ressuyage des sols et derrière une contrainte hydrique, comme je disais tout à l'heure, modérée pour pas qu'il bloque, parce qu'il peut vite bloquer, surtout en période de véraison. Et donc là, ça devient un cépage, on va dire, plutôt commun. Par contre, lorsqu'il arrive à maturité, il a une dimension triptyque, c'est-à-dire à la fois florale et fruitée, tout en donnant beaucoup de trame, parce qu'il arrive à avoir un degré alcoolique plutôt conséquent, on va dire aux alentours des 13,5, avec des acidités relativement marquées, donc conserver vraiment cette typicité des vins de Bordeaux, cette fraîcheur, ces côtés mentholés qu'on peut avoir et que nous on adore ici. Avec le changement climatique, il y a beaucoup de Bordelais qui se posent des questions sur comment s'adapter, comment y faire face, et qui se posent des questions sur les cépages. Et on entend beaucoup parler du Cabernet Franc et de ses atouts, et également du petit verre d'eau parfois. C'est quoi ton avis, toi, sur ces deux cépages ? Est-ce que c'est des cépages qui ont un bel avenir à Bordeaux ? Alors le Cabernet Franc, je pense que sur le papier, il pourrait avoir un bel avenir, mais je pense qu'il n'y a pas tant de lieux qui peuvent accepter de faire mûrir un très grand Cabernet Franc. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand c'est grand, c'est grand. Et on s'aperçoit que les gens qui ont une dominante de Cabernet Franc dans leur assemblage sont quand même des châteaux assez emblématiques et plutôt basés rive droite, puisqu'on peut parler de Cheval, d'Ozone, de La Fleur. Ce sont pas des petits châteaux. Quand je dis petits châteaux, je m'entends, c'est-à-dire en termes de qualité. Et donc, on s'aperçoit qu'on essaye tous d'en mettre un peu, mais peu y arrivent de façon aussi digne. Quand je dis digne, c'est-à-dire avec autant de caractéristiques et de signatures, parce que c'est un cépage, je dirais, capricieux. Et, le deuxième cépage que tu as cité, le petit verre d'eau, alors lui aussi est un cépage compliqué. Nous, ce qui nous pose le plus de soucis, puisqu'on en a à Léognan, c'est un cépage qui bascule très vite en termes de maturité, mais aussi en termes d'état sanitaire, et il est très difficile à être éraflé. Donc, alors comme nous, on en reparlera, on a une partie de vendange entière, ça c'est plutôt sympa pour nous, mais c'est un cépage aussi compliqué à donner. Mais comme on dit toujours, c'est peut-être ces cépages-là qui donnent le plus en termes de signature dans les vins, et donc peut-être la race demain des grands vins de Bordeaux. Tu m'offres une bonne transition là en parlant de Léognan. En dehors de la différence de maturité dont on a déjà parlé, quelles sont les caractéristiques des parcelles que vous avez à Léognan ? Alors là, donc c'est toujours pareil, la même équipe qui gère, la même philosophie, mais on fait, et on goûtera sûrement les vins après, vraiment deux signatures très différentes. Pourquoi ? Parce que là-bas, nous sommes plutôt basés sur des Cabernet Sauvignon.
qui est vraiment la typicité de Pessac, et donc de Léognan, là-bas, pardon. Et nous sommes sur ce qu'on appelle des pérosols, c'est des sols graveleux profonds, donc avec des graves un peu plus grosses qu'ici, parce qu'ici c'est une aire géologique qu'on appelle du Mindel, donc c'est des graves sableuses, alors que là-bas c'est des graves du Gunz, donc c'est des graves un peu plus grossières, des sols qui se réchauffent un peu plus vite, où les Cabernet Sauvignon en fait ont une très belle maturité. Donc là-bas on est plutôt sur 60-70% de Cabernet Sauvignon, un peu de Merlot, et comme on disait tout à l'heure, un poil de petit verre d'eau. Alors, tout ce que tu nous décris là sur les méthodes culturales que vous avez au domaine, est-ce que c'est indispensable pour révéler le lieu dans les vins ? Alors, vous verrez après quand on en parlera de notre vision et notre philosophie de vinification, elle est quasiment pas interventionniste, je dirais même qu'elle est passive. Donc du coup, moi je suis intimement persuadé d'une chose, c'est que c'est la diversité et la complexité de notre vignoble qui nous permet d'avoir cette diversité et complexité dans les vins. Et en fait, le chai, c'est quelque chose que l'on montre beaucoup parce que c'est facile d'appréhender, mais 80% de la qualité se fait à l'extérieur dans le matériel végétal, dans l'héritage, parce qu'on l'oublie souvent, on hérite d'un lieu et ce lieu-là, il faut juste l'appréhender dans son minimalisme, c'est-à-dire laisser la vigne agir et à nous juste d'intervenir pour l'amener à maturité, mais une maturité que l'on a décidée. Moi, je parle souvent d'équilibre. C'est pour ça que j'aime pas parler de taux d'alcool, d'acidité ou autre. Quelque part, on s'en fiche, c'est-à-dire qu'un grand vin, on ne sent rien, on sent juste quelque chose, on sent cette plénitude, cet équilibre, cette harmonie lorsqu'on va le boire. Et je pense aujourd'hui, la meilleure preuve lorsque on fait du vin, c'est d'essayer de se dire ce vin-là, je le fais pour qu'il soit partagé entre amis, entre personnes qui vont apprécier quelque part ce breuvage, mais il peut être très différent de l'un à l'autre. Je pense qu'il n'y a pas une seule vérité lorsqu'on fait du vin. Il y a beaucoup de vins différents, il y a beaucoup d'appréciations, et c'est ça la richesse en fait de Bordeaux, la richesse de la France, voire du monde. Et un vrai amateur de vin, un vrai passionné de vin va chercher en fait cette diversité pour lui-même s'améliorer sur son lieu. Quand tu es arrivé il y a 13 ans, dans quel état était la propriété ? Qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant ? Alors la première fois que je suis arrivé, j'ai demandé à notre propriétaire une chose, c'est-à-dire que je lui ai demandé juste de pouvoir goûter des anciens millésimes d'une 70 ans qui m'a permis de goûter. Et c'est vrai que là, on voyait d'abord vraiment la signature de ce lieu, qui est une signature très particulière, surtout sur le long terme, parce que je pense qu'un grand vin ne devient pas grand, il naît grand. Quand je dis ça, c'est-à-dire que la qualité tannique ici, cette texture tannique est assez particulière. C'est la chance qu'on a, c'est qu'on arrive à allier des vins assez opulents, assez riches, assez denses, avec ce côté aérien du Cabernet Franc, et surtout cette buvabilité. Parce que je pense que Bordeaux est en pleine mutation dans sa buvabilité. On dit souvent les Bourgognes et les Rhônes, on peut les appréhender dans leur jeunesse. Je pense que Bordeaux, depuis une dizaine d'années, c'est la même chose. Et on travaille de plus en plus l'éclat du vin, parce que la première chose que l'on ressent dans un vin, c'est bien sûr ses aromatiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une démarche un peu nouvelle. Pas nouvelle dans le travail, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que Bordeaux, là-dessus, travaille depuis longtemps, mais on met moins en exergue les textures absolues des bouches et les élevages. On travaille plus sur un équilibre commun, en fait, de ce que l'on veut représenter au sein du vin. Et je pense surtout, on met en exergue une notion qui est très importante pour moi, c'est la buvabilité des vins. Parce que ce qu'on fait du vin pour que la bouteille soit finie, la bouteille soit vide, et qu'on puisse éventuellement en recommander une autre. Qu'est-ce qui a présidé à ce changement de style il y a une dizaine d'années ? Pourquoi est-ce que tout le monde s'est dit il faut faire différemment ? Plusieurs facteurs. Le premier facteur, je pense que on se rendait compte que les vins que l'on goûtait en 2010, qui avaient déjà une dizaine ou une quinzaine d'années,
étaient des vins qui, sur la garde, des fois avaient du mal à être gardés comme ils souhaitaient. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont toujours fait la même trame de vin, qui ont jamais couru aux sirènes. Et les sirènes, c'était quoi? C'était la sirène de certains critiques, qui ont peut-être homogénéisé on va dire, la vision de Bordeaux. Le style Parker, notamment, qui a été appelé comme ça. Oui, le style Parker, mais moi, quelque part, je dis quand on parle de Parker, c'est Bordeaux aussi qui a créé Parker. On était très content que Parker vienne en 82 aider Bordeaux, le mettre en avant, dire que parmi les plus grands vins du monde, il y avait beaucoup de vins de Bordeaux. Donc, je pense que Bordeaux lui-même est rentré dans un cercle qui pouvait être au départ vertueux et qui est peut-être devenu un peu vicieux à la fin parce que voilà, on s'est engouffré sur quelque chose un peu plus d'uniformité, mais pas tous. Beaucoup de gens ont gardé leur entité et leur vision, et je pense qu'aujourd'hui on doit une statue à Parker de nous avoir aidés, on lui doit aussi une statue pour avoir arrêté, et aujourd'hui il y a beaucoup de critiques différents avec chacun peut-être ses voix. Il y en a peut-être certains qui sont peut-être un peu plus influents que d'autres, mais on a beaucoup de diversité qui nous permet aussi, nous, de reprendre un peu le lead. Et la nouvelle génération qui arrive dans les propriétés qui viennent vinifier, donc des propriétaires ou des gens, des techniciens ou des directeurs, c'est des gens aussi qui ont un peu plus voyagé, alors que par le passé, je pense que les gens de Bordeaux voyageaient beaucoup moins, donc ils avaient qu'une vue, qu'un prisme bordelais, uniquement bordelais. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart des gens, avant de venir prendre les rênes de la propriété, voyagent à travers le monde, et là, il y a beaucoup d'ouverture, et veulent donc du coup essayer d'amener leur touche sur les vins de Bordeaux, et on s'aperçoit qu'il y a quasiment plus de mauvais vins à Bordeaux, plus de mauvais millésimes, un travail quand même qui est accru viticolement, sélection vinicole, qui nous permettent aujourd'hui, je pense, vraiment d'avoir un reflet de l'expression des lieux. Quand tu es arrivé ici il y a 13 ans, tu étais déjà dans cette réflexion de il faudrait affiner le style des vins ou alléger les vins? Alors moi, ayant eu un parcours en fait rhodanien, au niveau du Rhône, on est beaucoup plus sur ces notions en fait de lieu qu'à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, à la base, c'est plutôt l'assemblage qui donne avec de la sélection. Donc sur un vignoble, on fait un grand vin, un second vin, des fois un troisième vin, voire une partie de vrac. Donc vous voyez, il y a une sélection, mais qui est donnée que sur un paramètre, souvent qui est le paramètre soit alcoolique, donc de richesse en sucre, ou soit une richesse phénolique. Nous ici, on a pris un peu le contre-pied de tout ça. On travaille sur une entité, on va dire comme en Bourgogne ou en Rhône, un lieu égale un vin. Et donc ou des lieux égale un vin, mais on veut pas trier par rapport en fait à on va dire à une sélection qui est purement on va dire analytique ou quantitative. Je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est pour nous une notion de se dire que ce lieu-là, il a tellement à nous donner que la véracité dans la bouteille elle se retrouvera parce qu'il y a cette diversité sur ce lieu. Alors, tu as parlé de qualité des vins, et avant qu'on parle de vinification, je voudrais qu'on fasse un petit détour. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les vins à Bordeaux, ils n'ont jamais été aussi bons que maintenant? Alors, aussi bons, je peux pas dire aussi bons, parce que moi, je suis un amateur de vieux millésimes et je goûte des choses assez exceptionnelles. Par contre, ils n'ont jamais été aussi précis et aussi définis. Ça, c'est une autre volet pour moi aujourd'hui des vins de Bordeaux. Et par contre, jamais aussi homogène en qualité, quel que soit le millésime. C'est-à-dire que voilà, on a un millésime de 2024 qui est compliqué. Il a été difficile à amener, mais je pense que ce millésime, on l'aurait fait il y a 20 ans, on aurait fait un piètre millésime, alors qu'aujourd'hui, entre le travail viticole et surtout la sélection vinicole qu'on a pu faire cette année, alors bien sûr, certains me diront qu'il fallait des moyens, oui, j'en conviens, puisqu'il faut accepter de perdre de la récolte pour faire ce niveau qualitatif.
Mais quel que soit le millésime, on doit sélectionner ce que nous on souhaite pour le niveau qualitatif d'un cru. Et je pense que ce que l'on présente par exemple en 2024 au Carme-Aubryon est de belles factures dans le millésime. Thibaut, si le niveau qualitatif est aussi bon, qu'est-ce qui explique la situation commerciale compliquée de Bordeaux en ce moment ? Il y a beaucoup de facteurs. C'est une question qui est assez large, qui soulève beaucoup de discussions et de débats en ce moment, qui mériterait peut-être 3 heures de discussion. Mais faut pas oublier d'où Bordeaux vient, son passé. On a parlé de la qualité. Je pense qu'il y a eu un procès injuste ces derniers temps qui a été fait à l'encontre de Bordeaux. On parlait il y a quelques années de ça, de Bordeaux bashing, qui a été fait encore une fois de manière très injuste. La plupart du temps, ces personnes, en plus de ça, sont des gens, on se rend compte quand tu commences à les questionner et converser avec eux, ça faisait depuis très longtemps qu'ils n'étaient pas venus à Bordeaux et qui n'ont pas eu la curiosité de venir parler avec les vignerons et goûter nos vins. Et vous voyez, quand la génération... Moi, je suis assez jeune, j'ai 36 ans. La génération de mes parents, je vois quand ils avaient mon âge et qui souhaitaient se faire plaisir avec une bouteille, il n'y avait pas 36 000 solutions. C'était un joli Bourgogne, un joli Bordeaux ou un Champagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est global, où tu as plus désormais une seule grande région viticole dans le monde. T'en as des multiples. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des grands vins là-bas, mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est désormais à la portée de tous. Et en plus de ça, ça se fait savoir par les réseaux et par les différents réseaux de communication. Donc, c'est-à-dire que Bordeaux n'est plus en situation de monopole, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, du coup, ça implique une certaine concurrence dans le monde des vins fins, mais pas que, et également une grande remise en question. Voilà. Il y a des bouleversements en ce moment. On a un contexte macroéconomique, politique, mondial qui est assez compliqué. Ça arrive qu'on ait des belles nouvelles. Il y a 2 semaines de ça, je suis certain que vous avez lu les nouvelles. La première boisson que les Français boivent, notamment la jeune génération, c'est le vin. Voilà. Ensuite vient la bière. Avec 1 ou 2% d'écart, c'est certain, mais n'empêche que le vin est en pole position. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle et il faut que nous, en tant que vignerons, on s'assure que justement on arrive à parler à cette génération et à s'engager avec eux et à les recevoir, à leur faire goûter nos vins. Parce qu'on se rend compte notamment qu'aujourd'hui, faire un grand vin, c'est plus suffisant. Il faut également bien le distribuer. Guillaume disait qu'effectivement on était assez passif au niveau de notre vinification et également au niveau de nos élevages. En revanche, on est très actif sur la distribution des vins pour les raisons que je viens d'évoquer. Et par les temps qui courent, c'est très important d'être proche de son consommateur, d'être en contact avec les marchés c'est vrai qu'il y a ce système de la place de Bordeaux où on aurait tendance à se dire qu'on va se reposer sur nos partenaires négociants. C'est certain, on se repose sur eux, mais pas que. C'est un réel travail de partenariat où le négociant est l'extension de la propriété et l'importateur est également l'extension de la propriété pour in fine venir parler à ce consommateur. Voilà. Donc il y a un réel travail de fond qui est fait par la propriété en s'appuyant et en partenariat avec le négociant. Et je pense que ça, c'est un peu une nouveauté sur Bordeaux également. Tu as ouvert pas mal de portes là dans ta réponse. Tu viens du négoce. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ? Et en creux aussi, qu'est-ce que la place de Bordeaux ? Parce que c'est quand même un système spécifique à notre région. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors, la place de Bordeaux, j'aurais du mal à le dater, mais c'est effectivement un système qui est très particulier à la région bordelaise, qui est assez unique, que tu ne retrouves pas dans d'autres endroits dans le monde, à part en Bourgogne où effectivement ils ont une campagne primeur comme nous, qui s'échelonne sur le début de l'année et notamment sur le marché anglo-saxon. Et cette place de Bordeaux voit 3 acteurs. La propriété qui du coup est en charge de basiquement produire le vin,
le négociant qui est en charge de le vendre, le diffuser, le distribuer, et le courtier qui est au milieu et met en contact donc ce négociant avec cette propriété. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont cette place de Bordeaux est construite. On a beaucoup de respect pour le travail que le négoce peut faire. C'est vrai que quand Carme Aubryon a été récupéré, il y avait que très peu de clients de Carme dans le monde. Pour différentes raisons, des raisons historiques, des raisons également liées à la surface de ce vignoble. Et aujourd'hui, grâce au travail justement en partenariat avec cette place de Bordeaux, avec nos négociants, on a pu diffuser un maximum justement Carme à travers dans le monde, parce qu'aujourd'hui on est distribué dans entre 60 et 70 pays. Voilà. Avant de parler de ton activité au Carme, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'était ton quotidien de négociant ? Alors, mon quotidien de négociant, c'était d'essayer déjà de défendre Bordeaux. Voilà, ça c'est une réalité, et d'essayer de porter la bonne parole, et toujours avec beaucoup de franchise, d'honnêteté et de passion. Moi, je travaillais essentiellement sur les marchés européens, qui sont des marchés qui sont très matures. Et du coup, c'est un certain confort, parce que ça évite de raconter comment on fait un vin rouge ou un vin blanc. Et c'est également des challenges, parce que tu es face à des personnes qui connaissent très bien le vin. Voilà. Et le métier de négociant, il est multiple et assez complexe. Et du coup, ça soulève également beaucoup de questions aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ce négociant, il est responsable d'une centaine, on va dire, de propriétés, voire même de temps en temps plus. Et ça implique qu'à certains moments, il ne va pas être suffisamment focus sur certaines choses, quand la propriété justement va lui demander d'être focus. Donc c'est pour ça que nous, dans notre sélection des négociants, on a tâché justement à avoir des personnes qui embrassent complètement le projet des Carmes, et qui, comme je te le disais, sont réellement l'extension. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui aujourd'hui, nous, on n'a aucune crainte, et au contraire, on est très fiers, parce qu'ils arrivent à parler des Carmes comme nous, on serait capable d'en parler, avec la même intensité, avec la même passion. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a, et surtout Guillaume, quand il est arrivé, réussi à mettre en place cette dernière décennie. Voilà. Dans la crise actuelle, on entend parfois un reproche qui est fait à la place, qui est qu'elle coupe le domaine des consommateurs finaux, et donc les domaines ne sont pas totalement incarnés auprès des revendeurs et des consommateurs finaux. Est-ce que c'est un reproche que tu entends ? Qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus ? Ah oui, tout à fait. On parcourt le monde, on échange beaucoup avec des personnes, et c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir ce genre de feedback qui nous est donné. C'est pour ça que, encore une fois, nous, notre rôle en tant que propriété, sachant que notre intérêt principal, c'est juste sur un seul vin, c'est de remonter ces informations, d'en parler avec nos négociants, dans le sens où il faut avancer et regarder le futur. Voilà. C'est pas le temps des reproches. On sait quelles sont de temps en temps les lacunes, sachant que moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de force dans cette place de Bordeaux que de lacunes. Mais c'est juste qu'effectivement, peut-être que c'est le moment de venir redéfinir un peu de temps en temps la manière dont cette place de Bordeaux doit être travaillée. Et c'est un reproche qu'on entend essentiellement sur des acteurs qui sont spécialisés dans la restauration. Voilà. C'est vrai que Bordeaux, le Bordeaux bashing arrivait essentiellement d'acteurs qui étaient spécialisés dans la restauration, et il y a un travail de fond à mener là-dedans. Voilà. Et il y a beaucoup d'enjeux. Et toi qui es agent, je connais que trop bien ce sujet. Ouais. Il y a quelque chose qui, petit aparté, puisque tu ouvres la porte, il y a quelque chose qui me dérange à Bordeaux, que je vois pas par exemple en Bourgogne. C'est qu'en Bourgogne, tu pousses la porte d'un resto, tu ouvres la carte des vins, tu as 15 pages de Bourgogne pour démarrer. À Bordeaux, il y a très peu de restos où tu démarres par 15 pages de Bordeaux. C'est diffusé dans une carte des vins globale, et qui me dérange un peu en tant que Bordelais aussi. J'essaie un peu d'apporter ce débat avec les gens avec qui je travaille.
Et bon, c'est un travail long et fastidieux, quoi, qui nous attend. C'est vrai que la place de Bordeaux, ça c'est également le constat qu'on peut faire, c'est un peu désengagé de son marché domestique avec l'émergence de marchés à l'export. Mais je trouve quand même que depuis quelques années, Bordeaux revient énormément sur son marché domestique parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. Il y a une qualité de vin qui est indéniable sur toutes les strates de prix. Je pense que dans toutes les appellations, il y a des vins d'une grande qualité. Il y a une grande versatilité également, avec un niveau rapport qualité-prix qui, je pense, est imbattable. Voilà. Je suis bordelais, un peu chauvin, je prêche ma paroisse, mais j'en suis convaincu. Et oui, c'est certain que après, cette situation vient du fait également que beaucoup d'agents qui sont spécialisés dans la restauration vont avoir des priorités, qui ces priorités vont être la plupart du temps des exclusivités. Et on en revient à cette structure de la place de Bordeaux qui est ce qu'on appelle open market. Voilà, où au final il y a très peu d'exclusivité et de temps en temps finalement avec des prix qui peuvent arriver sur le marché différents. Donc oui, je vois pas ça comme étant une menace, mais c'est un enjeu, c'est certain. Est-ce que ça fait partie tu parlais de retravailler avec la place de Bordeaux ou d'embrasser les défis qu'il y a devant nous. Est-ce que ça fait partie de ce que vous allez faire avec les négociants avec lesquels vous travaillez, de leur demander peut-être de se spécifier sur certains marchés, de dire à l'un viens vers la restauration plutôt sur Bordeaux ou en France ou que sais-je, mais de leur demander de sortir un peu de cet état d'open market et d'avoir des spécificités propres. Ouais, tout à fait. Je te disais qu'on était très actifs sur notre distribution parce qu'évidemment, nous, on a des objectifs, notamment d'être présents sur les cartes de restaurants, à la fois sur le CD Carme-Aubryon et Château Les Carme-Aubryon. Et effectivement, on va tâcher d'accompagner et de donner des directives sans être non plus trop autoritaire, mais quand même un peu, auprès de nos négociants et également d'aller tu parles de Bordeaux, régulièrement, que ce soit Guillaume ou moi, on va rencontrer des cavistes, des restaurants et on va leur raconter l'histoire des Carme-Aubryon. On va ouvrir des bouteilles, on va leur faire déguster, on va partager un moment, on va essayer de créer du lien et ensuite on va remonter toutes ces informations effectivement à nos partenaires négociants et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. C'est un travail qui est laborieux mais ça fait partie de notre métier. Il y a un an, tu fais le chemin du négoce vers le domaine. Comment maintenant tu travailles avec le négoce ? Comment ça a été perçu par le négoce de te voir arriver dans le domaine ? J'imagine que la transition doit être assez rigolote quand même. Alors la transition est assez rigolote. J'emploie le terme de Guillaume, le computer a dû être un peu reset. Parce que c'est vrai que pendant presque 12 ans, j'ai dû être confronté justement à une manière de vendre et des objectifs qui sont différents que ceux que j'ai aujourd'hui. La manière dont ça a été perçu par la place de Bordeaux, eh bien, faut questionner cette place de Bordeaux, mais je pense très bien, ou du moins j'espère. Guillaume nous a parlé tout à l'heure un petit peu des critiques. Quelle importance ça a pour vous dans la distribution, ce monde de la critique ? Alors, je vais commencer, après je donnerai la main à Guillaume aussi, parce que c'est un sujet qui est très important. Les critiques, effectivement, pendant très longtemps, c'était gouverné par une seule et même personne. Voilà. Aujourd'hui, il y a une dizaine de critiques dans le monde. Et il va y en avoir certains qui seront plus influents que d'autres et qui auront du coup certains leur spécificité en termes de zone. Voilà. Tu vas avoir des critiques qui seront très forts sur le marché anglo-saxon, d'autres qui seront très forts sur le marché asiatique, d'autres qui seront reconnus pour être forts sur le marché américain. Et nous, on n'a pas vraiment c'est des gens que l'on reçoit volontiers à la propriété,
Mais j'ai pas réellement compris l'enjeu de ta question. Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'ils ont un vrai impact sur le marché ? Oui, je dirais que oui, ils ont un impact sur le marché. Peut-être moins qu'avant, mais tu sais, c'est très important de pouvoir se reposer sur ces personnes, dans le sens où il y a beaucoup de consommateurs, pour nous, Carme-Aubryon, qui n'ont pas encore eu la chance d'ouvrir leur caisse, de découvrir la qualité des vins de Carme. Et donc, du coup, ce consommateur a besoin de se reposer quand même sur une voie. De temps en temps, il va trouver peut-être que les commentaires de ce consommateur, quand lui va être amené à déguster le vin, sont pas en lien avec ce que lui il va trouver dans son verre et dans la bouteille. Donc après, à ce consommateur de trouver quel est le journaliste qui lui convient le mieux. Mais je trouve que c'est capital d'avoir justement des relais qui puissent raconter quelles étaient les conditions climatiques. Évidemment, nous, en tant que propriété, on le fait, mais on n'a pas cette diffusion que pourrait avoir un journaliste. Et en plus de ça, le journaliste le fera toujours de manière assez subjective. Voilà. Avant qu'on parle de vinification, je voudrais qu'on parle, si vous voulez bien, de prix. Les Carme-Aubryon, c'est un vin haut de gamme, malgré tout, qui est positionné assez loin en tarif de d'autres très grands noms qu'on a pu citer tout à l'heure dans le vignoble bordelais. Est-ce que le prix de la bouteille aujourd'hui, il est au prix juste, d'après vous ? Alors c'est toujours une vaste question, le prix, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un consommateur, et vous l'avez compris, entre le moment où il y a un prix sortie château et un prix TTC, quand même, le prix de la bouteille quand même quasiment double, parce que c'est en fait l'architecture de la place de Bordeaux. Et moi, j'estime que quand on commence à vendre des vins supérieurs à 3 chiffres, c'est-à-dire supérieurs à 100 €, ça commence à faire des vins très chers. Très chers si on veut travailler avec l'ensemble des consommateurs. C'est-à-dire que moi je vois, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années et ils ne peuvent pas se payer à ce jour des bouteilles à plus de 100 €. Mais c'est ces futurs consommateurs qu'il va falloir séduire. Et donc je pense qu'on fait déjà partie des vins chers pour Bordeaux. C'est vrai qu'il y a des vins beaucoup plus chers que nous. Et tu parlais des critiques tout à l'heure en termes de reconnaissance. On a peut-être la reconnaissance aujourd'hui qui est équivalente à ces crus-là. Mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que créer et se faire reconnaître à travers d'abord nos pairs, puis en fait les différents marchés, les différents importateurs et au final les différents consommateurs, ça prend du temps. On parle souvent de décennies. Aujourd'hui, des vins comme Lichbach, parce que c'est quand même des vaisseaux amiral à Bordeaux, ont mis, on va dire, près de 50 ans avant d'arriver à cette qualité de distribution. Nous, on est encore qu'au balbutiement. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on est un peu tous impatients. On aime bien que ça aille vite. Mais je pense que déjà, en 10 ans, on a fait beaucoup de chemin. Alors peut-être mon propriétaire, s'il m'entendait, il me dirait non, mais pas assez, Guillaume. Mais je pense que quand même, le chemin parcouru est déjà vaste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, il y a Carme qui est une petite entité, mais il y a surtout C qui arrive, et là où on a quand même une trentaine d'hectares aujourd'hui en production, donc ça va faire quand même un certain nombre de bouteilles assez importantes qu'on va mettre sur le marché dans le futur, puisque malgré tout, là, c'est un vin qu'on ne réalise pas en primeur, mais qu'on réalise en livrable, c'est-à-dire après un certain nombre d'années d'élevage que l'on veut et qu'on veut amener ce vin à maturité. Toujours pareil, pour que le consommateur, lorsqu'il acquiert cette bouteille, il puisse l'ouvrir du moment qu'il acquiert et garder l'ADN de Bordeaux, c'est cette capacité de garde d'une quinzaine, d'une vingtaine ou même voire plus. Cependant, voilà, j'estime qu'aujourd'hui, déjà la tranche, on va dire pour ces Carme aux alentours d'une trentaine à une quarantaine d'euros est un prix déjà assez conséquent. Et Carme, moi je dis toujours qu'il faut acquérir cette bouteille en primeur parce que c'est vrai que pour l'instant, on a la chance d'avoir un vin qui prend de la valeur, comme d'autres crus à Bordeaux et comme d'autres crus dans le monde. Mais je pense que déjà la propriété a une certaine valorisation
Et je pense que c'est pas moi qui vais décider, ou nous qui allons décider la valorisation de Carme. C'est vous, en fait, vous consommateurs, qui allez décider à quel niveau vous devez, quelque part, amener Carme ou comparer Carme et être prêt à, en fait, à acheter une bouteille de Carme. On avait préparé une question pour un peu plus tard dans l'interview, mais tu as abordé le sujet, donc je te la pose maintenant. Comment est-ce qu'on séduit la nouvelle génération ? Je pense qu'on séduit la nouvelle génération en faisant des vins ou en leur disant qu'aujourd'hui, Bordeaux n'est plus un vin en fait qu'il va falloir attendre 20 à 25 ans avant d'être bu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette immobilisation comme la plupart en fait de nos parents ou de nos grands-parents faisaient, parce que c'est vrai qu'ils achetaient les vins avec cette particularité qu'est Bordeaux et les primeurs, et gardaient les vins en cave une dizaine, une vingtaine, voire plus avant de les consommer. Aujourd'hui, je pense que le monde bouge très rapidement. On a besoin d'un peu plus d'immédiateté. Et donc, je me dis que si le nouveau challenge en fait, des grands vins de Bordeaux, c'est en fait leur plage de dégustation. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient abordables au bout de 3-5 ans. Alors, je ne dis pas qu'ils auront toute leur complexité, mais déjà vraiment que les gens prennent déjà beaucoup de plaisir. Et je pense qu'au vieillissement, le plaisir pourra éventuellement se transformer avec un peu d'émotion. Et là, on remplira complètement notre mission. Oui, vas-y Thibaut, je t'en prie. Je me permets du coup également de prendre la parole sur ce sujet, qui est un sujet qui m'intéresse énormément. Il faut apporter également beaucoup de fun. Voilà. Je pense que la jeune génération est effrayée par Bordeaux. Voir toujours Bordeaux comme étant, tu sais, un peu la bouteille de vin du dimanche avec le poulet et servie par les parents. Et donc du coup voit comme étant une région assez traditionnelle et un peu old school. Faut amener beaucoup de modernité dans tout ça, dans la perception également et l'image. Et je pense que Carme justement on est très sensible à tout ça. On doit être on est un des rares exemples de modernité, certainement une propriété très contemporaine. Pour bien des raisons, et notamment dans cette aptitude à recruter cette jeune génération et essayer justement de lui parler. Parce que c'est vrai qu'il y a une incompréhension aujourd'hui entre cette jeune génération et Bordeaux, et un gap énorme. Voilà. Et il faut réussir à la séduire et à lui parler. Guillaume, on a compris que la qualité et le style des vins, ça se faisait beaucoup à la vigne, tu nous l'as dit. Mais ce style-là que tu décris, accessible dans la jeunesse, mais qui est aussi capable, enfin, c'est pas mais, c'est et, qui est aussi capable de vieillir ou de durer dans le temps, plutôt. Comment est-ce qu'au Chai, tu t'y prends pour atteindre ces objectifs ? Alors, d'abord, le Chai, si vous voulez, est un endroit où on va travailler, on va dire, avec un peu de, j'ai pas peur de le dire, on va dire de recul, on va dire passif. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense que on ne doit prendre que ce que la nature nous donne, pas plus. On ne doit jamais aller sur que ça soit surextraction, une surmaturité, une surexposition à quelque niveau que ça soit. De ce fait, on a mis en place en fait un système un peu particulier. On part du principe que le grand vin, c'est un équilibre entre en fait ses dominantes, donc son alcool, son acidité, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé depuis le début que je suis arrivé ici avec une partie de vendange entière, ce qui se fait rarement à Bordeaux, puisque on va dire à Bordeaux on est plutôt jusqu'aux années 2010 des ayatollahs d'enlever la partie végétale. Et moi, je pense que la partie végétale peut être noble. On ne parle pas de végétal sur le côté verdeur, mais on parle de végétal sur le côté plutôt variétal, parce qu'on fait du vin avec du raisin. Et du coup, je pense que l'essence même des cépages doit se retrouver dans notre vin. Donc la partie de la vendange entière nous permet plusieurs choses. D'abord, de signer nos vins en termes aromatiques,
puisqu'il y a une partie de cette vinification qui est intracellulaire. La deuxième partie, elle nous permet d'extraire une certaine forme de tanin et donc d'avoir une certaine forme de texture dans nos vins. Parce que je vous disais que pour moi, le Grand Bordeaux, il n'était pas que dans l'éclat. Il doit être aussi sur de la densité, de la profondeur, du volume et dans la texture et la maturité de ce tanin. Et derrière, en fait, pour finir, et pour pas aller sur un côté, on va dire, trop d'extraction ou trop de tout, on travaille en fait avec un principe un peu particulier qui s'appelle les mares immergées. C'est-à-dire que au lieu de faire pendant la deuxième partie de la fermentation alcoolique des remontages et des pigeages, on met les mares sous clé, c'est-à-dire qu'on pousse le marc au fond de la cuve avec un système mécanique et on le laisse immerger pendant en fait la deuxième partie de la fermentation alcoolique plus toute la macération post-fermentaire. Et là, ça peut durer 10 jours, 20 jours, 30 jours jusqu'au moment où on estime que voilà, le vin a pris toute sa dimension et tout son enrobage. Et à ce moment-là, donc, on écoule nos vins et on les assemble assez rapidement pour en faire une unité que l'on élève. Alors, on a agrandi en fait l'espace d'élevage parce qu'on a allongé nos élevages. Carme-Aubryon, il y a une quinzaine d'années, était sur un élevage à peu près de 12 mois. Maintenant, c'est 2 ans. Pour permettre en fait vraiment cette intégration de ces élevages à travers les fûts, les foudres ou les amphores dans le vin, qui est vraiment une synergie, un mariage de cet élevage afin de mettre en bouteille. Et là aussi, on a énormément travaillé sur nos mises en bouteille pour les rendre les plus homogènes possibles au niveau en fait des Carme-Aubryon. Alors, la vinification sous clé, nos auditeurs les plus fidèles se souviendront peut-être qu'on en avait parlé dans la vallée du Rhône, à l'Oratoire Saint-Martin, à Queyranne, qui a longtemps fait du pigeage et beaucoup d'essais sur les pigeages et qui était arrivé à la même solution que vous et donc qui avait créé des clés pour pouvoir faire exactement la même chose, qui est immerger le chapeau et faire des extractions assez douces. Voilà, le vrai intérêt en fait de ces mares immergées, c'est qu'en fait vous allez travailler sur la totalité de votre marc, alors que les gens peut-être et vos auditeurs savent pas, mais lorsqu'on fait une vinification classique, donc avec des remontages et des pigeages, on va dire que 23 heures sur 24, puisqu'on travaille à peu près 1 heure par jour ou 1 heure et demie par jour les mares sur une vinification classique, 2/3 du marc est hors du jus, puisque une fermentation alcoolique, c'est une transformation du sucre en alcool avec un dégagement de gaz et donc du CO2 qui pousse le marc vers le haut. Et donc la totalité pour moi du marc n'est pas immergée, donc n'est pas en infusion, n'est pas en contact avec le jus et donc ne libère pas tout son potentiel. Ce qui est dommage puisqu'on travaille 1 année complète à essayer d'avoir les meilleurs raisins possibles et de pas l'exploiter complètement pendant cette vinification qui dure en gros, on va dire la totalité, une 30aine de jours. Dans ton processus de vinification, là, il y a de la macération post-fermentaire. Qu'est-ce que tu cherches avec cette macération après la fermentation? Voilà. En fait, si vous voulez, il y a 2 phases chez nous. Première phase, on ne fait pas de macération à froid. On démarre la fermentation alcoolique directement puisque on fait en fait ce qu'on appelle des crèmes de levure. Donc j'explique très rapidement. C'est 15 jours avant les vendanges, on vient vendanger du raisin que l'on amène au laboratoire, que l'on vinifie, et on sélectionne nos levures. Après, on les met sur un substrat organique pour en faire une crème qui nous sert en fait de pied de cuve. Et donc, dès que l'on encuve nos raisins, on travaille avec ces pieds de cuve. On fait notre fermentation alcoolique. Donc, la fermentation alcoolique, pour moi, elle doit être assez rapide, assez précise, qui permet en fait d'obtenir là du vin. Et donc toute une extraction des différents composés, surtout les tanins et la couleur et la structure du vin. Et ensuite, on va venir la modeler, la former. Moi, j'aime bien parler lorsqu'on goûte du vin de forme, voilà. Et donc, suivant les millésimes, eh bien, on peut obtenir plus ou moins les formes que l'on souhaite. Et là, chaque cuve va avoir une couleur
J'aime bien définir une couleur par cuve, c'est-à-dire rouge, noir, bleu, vert. C'est-à-dire que pour donner en fait l'intensité et la trame en fait de chacune des cuves, pour qu'on essaye d'optimiser en fait cette forme-là, parce qu'on sait que chaque couleur après va être noyée à travers l'assemblage final. Puisque l'assemblage final chez nous, il est simple, c'est toutes les cuves sont assemblées, donc c'est pas nous qui décidons de l'assemblage, c'est les proportions sont liées au rendement par parcelle, mais par contre il y a un gros tri qui est fait en amont. Et l'autre particularité, si je fais juste un petit retour en arrière sur Carme, mais comme sur C, c'est que souvent on co-fermente. C'est-à-dire que on ne vinifie pas un cépage pur, on mélange des cépages parce que je pense que c'est ce qui est plus fort qu'un cépage, c'est l'entité du lieu, l'entité du sol et du sous-sol qui va amener vraiment cette race au niveau de la couleur. Tu vinifies par unité pédologique, celle que tu as mentionnée au début, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à décuver plus tôt et à ne pas faire de macération post-fermentaire pour avoir davantage de fraîcheur et alléger les vins? Alors je pense pas parce que en fait on macère quand même chez nous relativement longtemps, 20, 30 jours des fois. Et alors pourquoi ça? C'est qu'on voit que les vins en fait prennent une autre dimension. C'est-à-dire qu'après la fermentation alcoolique, bien sûr que c'est du vin, mais c'est du vin un peu brut, qui pour moi n'est pas le Grand Bordeaux. Le Grand Bordeaux, et je le redis, il y a à avoir de l'éclat, mais il y a à avoir de la texture, et cet enrobage tannique est très important, puisque quelque part, on va finir quand même cet enrobage au cours de l'élevage. Et aujourd'hui, je pense qu'on sous-estime un peu trop l'élevage à Bordeaux. On peut transcender un vin au cours de son élevage. On peut aussi, à l'opposé, si on n'élève pas bien, quelque part l'abîmer. L'abîmer, pourquoi? Parce qu'il va être déviant, que ça soit aujourd'hui des aromatiques que l'on souhaite pas forcément, que ça soit des déviations, on va dire, microbiennes. Mais ce qui est pour nous important, voilà, c'est que l'on livre aujourd'hui des vins avec encore plus de pureté, plus de précision, plus de définition, qui nous permettent quelque part d'avoir vraiment on va dire l'image et la définition du lieu. Quel type de contenant vous utilisez pour l'élevage? Alors nous, on va travailler sur 3, on va dire, grands principes. Alors, on ne change pas en fait une tradition. On va énormément travailler sur la barrique. Donc la barrique de 225 litres, un petit contenant avec 4 à 5 tonneliers différents, mais avec 2 majoritaires, qui nous permet d'avoir cette filiation d'année en année, qui nous convient bien aujourd'hui. Deuxième point, on va travailler sur des foudres. Donc là, je vous parle pour Carme, et on va finaliser avec un peu d'amphore. Alors, au niveau des amphores, on n'a pas dépassé aujourd'hui le seuil de 10%. Les amphores, pour nous, sont soit en argile, soit en grès. Le but de ces amphores, pour nous, c'est de garder l'énergie dans le vin, puisqu'on n'amène pas d'aromatique secondaire. Les grès sont des grès relativement chauffés, donc quasiment, ça s'apparente à de la céramique. Donc, on va aller chercher de la réduction sur ces lots, sur cette partie du vin, pardon, qui est élevée en grès ou en amphore. Par contre, on va aller travailler en fait une complexité et une amenée de gras sur toute notre partie barrique. Il y a une sorte de bois bashing en ce moment aussi. La perception des consommateurs ou des consommatrices du bois est peut-être un peu erronée ou marquée par l'apport aromatique que ça apporte. Justement, comment tu vois cette question et comment tu comptes répondre au fait que le bois aussi fait les grands vins, quelque part? Alors, tu vois, quand tu me dis ça, c'est marrant parce que souvent, on fait goûter, nous, beaucoup de vin à l'aveugle et on s'aperçoit, avec pas mal de consommateurs, qu'ils disent qu'ils n'aiment pas le bois. Mais les vins qu'ils préfèrent, c'est les vins boisés, malgré tout. Donc, lorsqu'ils savent pas que ces vins sont élevés dans le bois ou pas. Donc, c'est le premier paradoxe. Parce que c'est vrai que quand même, la jeune génération, d'autant plus, aime quand même ce côté sucrant qu'amène le bois.
Par contre, là où ils sont un peu plus sensibles et là où je te rejoins, c'est que on avait des élevages dans les années, on va dire il y a une quinzaine d'années, des chauffes un peu plus marquées, un peu plus ostentatoires, qui dominaient vraiment le nez des vins. Et là aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais mis autant de fûts sur les vins de Bordeaux, mais comme on a, on va dire, un peu plus intégré nos chauffes, c'est-à-dire des chauffes, on va dire, un peu plus médium, qui sont moins dominantes sur le caractère organoleptique, eh bien, les gens ont l'impression qu'on élève moins le vin dans les fûts, mais ce n'est pas le cas. Par contre, là où je les rejoins, c'est qu'on ressent moins. Par contre, on amène toujours ce qui est vraiment important en fait dans l'élevage d'un vin rouge au niveau du fût, c'est cette micro-oxygénation ménagée qui permet en fait de polisser le tanin après en fait la fermentation alcoolique, puisque la première partie se fait en macération post-fermentaire. Mais ces élevages, et nous les premiers, c'est pour ça qu'on les a allongés, pour finaliser en fait la qualité du tanin, pour que lorsqu'on propose, même tu vois des millésimes comme 2022 au Carme, ben si aujourd'hui je t'ouvre une bouteille, ben je suis sûr que tu diras ben elle est déjà prête à être bue. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que tu pourras la boire dans 50 ans. Et c'est là où on remplit, je pense, le vrai rôle de Bordeaux aujourd'hui. C'est cette plage de dégustation qui est multipliée par 2 ou par 3, comparée aux anciens vins que l'on faisait il y a peut-être 20 ou 25 ans, mais sans trahir Bordeaux, c'est-à-dire en proposant toujours cette richesse et cet ADN de texture et de structure, mais en y ajoutant des dimensions d'accessibilité, d'éclat et de fraîcheur que peut-être on avait légèrement perdu. Est-ce que vous travaillez avec des œnologues conseils, un ou des œnologues conseils? Alors, nous ici, nous travaillons avec un œnologue conseil, puisque moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà une personne en place qui était là. Donc, on a continué à travailler avec eux. L'idée pour nous de ce partenariat, c'est un partenariat en fait d'une vision, on va dire, générale. Je m'explique. C'est que nous sommes ici sur notre vignoble à Pessac, sur notre vignoble à Léognan. On est un peu quasiment en autarcie. Et c'est vrai que l'œnologue conseil, il nous donne aussi une vision un peu plus d'ensemble, une vision un peu plus générale de ce qui peut se passer à Bordeaux, voire beaucoup plus large, parce que souvent les œnologues conseils aujourd'hui ne conseillent pas que des propriétés bordelaises. Souvent ils conseillent en France, voire plus, parce que beaucoup de nos conseils un peu renommés vont travailler à l'étranger. Et ça nous permet aussi de se confronter à une vision plus générale, parce que n'oublions pas que on va dire le consommateur qui va acheter des bouteilles de Carme qui vaut un certain prix ne va pas acheter que Carme, il va acheter beaucoup de bouteilles de d'autres régions que c'est pas que française mais aussi internationale. Et c'est là aussi où on doit se remettre en cause, parce que toutes les régions évoluent très vite, très rapidement. Et c'est là où nous on doit aussi prendre le train en marche sur ce que disait tout à l'heure Thibaut, c'est-à-dire comment on peut aller chercher les futurs consommateurs de Bordeaux, parce qu'on a une population qui consomme Bordeaux qui est plutôt vieillissante, et il faut qu'on intéresse de plus en plus la génération intermédiaire et la jeune génération, et c'est là aussi où il faut les écouter, les entendre, et voir pourquoi certains vins réussissent très bien auprès de ces nouvelles générations, et que nous, on doit aussi s'adapter. Mais quand je parle d'adaptation, je ne parle pas de me dire je vais transformer le vin des Carmes ou c'est des Carmes pour cette génération. C'est juste en fait de voir quelle est leur sensibilité et de nous travailler, où là on parlait de bois, comment on peut toujours joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que toujours faire un élevage pour bonifier le vin tout en étant intégré sur sa consommation. Je reviens juste rapidement sur les œnologues conseils. Ils ont une situation un petit peu particulière à Bordeaux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre région en France où ils ont une telle importance. D'après toi, c'est dû au fait que ce qu'ils vous apportent, c'est ce partage d'expérience, cette vision sur d'autres propriétés et d'autres régions. C'est ça leur atout principal ? Alors, honnêtement, je pense les œnologues conseils ont beaucoup d'atouts. Alors, au Carme, ils ont, on va dire, ce rôle. Mais par contre, on ne demande pas, nous, un rôle beaucoup plus technique. On demande un rôle de partage, puisque je pense qu'en interne,
on a une technicité qui est largement suffisante et largement accrue, avec un directeur technique qui est, je pense, très pointu, et des équipes aussi derrière. Nous, c'est plutôt un appoint pour nous et un échange, et comme je disais tout à l'heure, un partage. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, certains domaines, pour des raisons d'entité, peut-être de grosseur ou autre, ont besoin en fait d'un peu plus de conseils techniques, et c'est vrai que là, ils peuvent aider. Et ensuite, il faut pas oublier que là aussi, nous avons donc à Bordeaux, ce qu'on parlait tout à l'heure, un certain nombre de journalistes qui viennent nous goûter. Les journalistes ne peuvent pas tout goûter, et souvent, en fait, ces œnologues conseils ont soit des laboratoires pour certains, soit des centres qui permettent de regrouper en fait un certain nombre de propriétés, qui permettent de présenter. Alors eux, on peut parler d'écurie en fait aux journalistes, et ça leur simplifie la tâche. Cependant, nous, par exemple, au Carme, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chance que la plupart des critiques viennent à la propriété, où nous, on échange avec eux notre vision du millésime, nos process techniques sur le millésime, parce que je pense qu'on est aussi reconnu pour notre technicité. Et donc là, le rôle du consultant, je reviens vraiment sur plus un échange qu'autre chose. Thibaut, on est début avril. Il y a la campagne des primeurs qui approche. Comment est-ce que tu la prépares et qu'est-ce que tu en attends ? Alors effectivement, il y a cette campagne primeur, donc là on est le 14 avril, qui va commencer pile poil dans 10 jours, avec donc les acheteurs et critiques du monde entier qui vont venir se faire une première impression de ce millésime 2024. Nous, on est positif. Parce que je pense que l'optimisme aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose que je pense qu'on partage tous à la propriété, mais non sans mesure, dans le sens où on sait très bien quel est le contexte, on a eu une idée de où on va et quelle est la marche à suivre, dans le sens où on a un objectif clair à la propriété. C'est diffuser notre vin aux consommateurs du monde entier, et être en mesure d'avoir ce feedback. On en parle souvent, de se dire que dans 5-10 ans, ce consommateur, il aura essayé de lui donner raison d'avoir acheté cette bouteille. Il faut constamment donner une raison au consommateur d'acheter une bouteille. Et nous, le meilleur de retour qu'on puisse avoir, c'est merci de nous avoir motivés à l'achat de cette bouteille. Et ça, du coup, au travers des différents acteurs de la filière. Et la campagne primeur est un moment très important pour nous, parce que c'est là où on diffuse notre vin dans le monde entier. C'est toujours un moment de l'année qui génère beaucoup d'excitation, parce qu'on reçoit énormément de monde, mais également beaucoup de questionnements, un peu de stress, de pression, ce qui est normal parce qu'on met quand même une partie de notre production en vente, et un moment également où il y a beaucoup d'attentes. Voilà. On a la chance, Carme, d'être dans une position où on a la reconnaissance des acteurs, on a la reconnaissance des consommateurs, mais il faut toujours rester humble, dans le sens où, c'est ce qu'on disait au début, il y a beaucoup de grands vins dans le monde. Voilà. Donc, faut se faire une place, et faut donner la raison aux consommateurs de continuer à acheter sa caisse de Carme. Voilà. La première, ça va être la qualité des vins, mais pas que. Dans le contexte actuel, est-ce que c'est une campagne primaire qui est déterminante là, pour le Bordeaux dans son ensemble ? Je pense, oui. Je pense que cette campagne primeur, quand vous parlez avec les anciens, beaucoup vous disent que cette crise est certainement une des plus brutales, et surtout dans sa durée. Elle est longue, voilà. Mais je pense que c'est une crise qu'on voyait apparaître il y a quelques années. Donc oui, pour sa brutalité, mais voilà. Est-ce qu'elle est nécessaire ? Je suis pas certain. C'est le marché qui le dira. Alors, on va bientôt passer à la dernière question traditionnelle, mais j'ai une dernière question pour toi, Guillaume, quand même, parce qu'il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, si on peut faire ça brièvement. Comment est-ce qu'on fait un grand blanc à Bordeaux ?
Un grand blanc. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé de rouge jusqu'à présent, mais il y a aussi d'excellents blancs dans la région. Alors, donc nous, malheureusement, à ce jour, on ne fait toujours pas de blanc. En fait, techniquement, c'est une appréhension un peu différente. C'est-à-dire que dans une autre vie, moi, j'ai fait pas mal de blanc. Mais je pense qu'à Bordeaux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de châteaux qui se lancent dans le blanc. Et je pense à raison. Alors, à raison, pourquoi ? Parce que d'abord, on a beaucoup d'endroits où on peut faire des blancs en fait de renom. Alors pourquoi je dis des blancs de renom ? Parce que d'abord on a un climat tempéré océanique qui nous permet malgré tout d'exprimer pas mal l'aromatique au niveau de nos cépages. Et par contre après derrière chacun va travailler on va dire l'expression que ce soit du Sauvignon, du Sémillon ou d'autres cépages que les gens peuvent planter. Par contre je pense que là où nous devons travailler sur les blancs, je pense que c'est sur nos élevages, c'est-à-dire que les blancs sont pour moi des vinifications un peu plus techniques, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut modifier. Donc les macérations, oui, non, les débourbages, quelle turbidité, les élevages, est-ce qu'on fait barrique, pas barrique, bon voilà, beaucoup de paramètres qui changent en fait la donne au niveau de la version finale du produit que l'on va proposer. C'est là aussi la richesse que l'on peut avoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, les grands blancs de Bordeaux ont un bel avenir devant eux pour la raison que quelque part, on va arriver à amener des cépages sur des endroits frais, beaucoup plus à maturité non végétale, mais beaucoup plus variétale. Et ensuite, on va pouvoir redonner de la race à des vieux cépages comme les sémillons, où je trouve que, par exemple, aujourd'hui, des sauternes, où la production est un peu plus difficile à valoriser et à s'écouler. Ces sauternes-là mettent une partie en blanc sec qui sont de très très belle qualité, puisque eux-mêmes, ils ont toujours pareil une qualité au niveau viticole qui est assez exceptionnelle. Donc je pense que là, la production ainsi que la consommation des blancs va augmenter à Bordeaux. Nos échanges touchent à leur fin, et donc la dernière question arrive aussi. Est-ce que vous êtes heureux ? Alors du coup, je vais commencer par répondre à cette question. Oui, énormément, notamment parce qu'on a la chance de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que nous, sur lesquels on peut avoir des échanges qui sont parfois intenses, mais toujours très intéressants. Et ce qui nous lie à chaque fois, c'est cette bouteille de vin. Voilà. On a eu une invitation assez généreuse il y a 2 jours de la part d'amis avec Guillaume, où on a partagé un moment à table avec des belles bouteilles, on s'est régalé. On a découvert un blanc de l'Ariora qui avait presque 40 ans, qui nous a complètement bluffé. Et c'est ça la magie et la beauté de ce métier. C'est le partage et la découverte. On a un peu de bruit derrière, effectivement, ça travaille dans le chai. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Thibaut. En fait, être heureux, on peut le voir à plusieurs niveaux. Être heureux de venir tous les matins dans cet endroit assez magique, hors du temps, dans Bordeaux, ben oui, affirmatif. Être heureux de travailler avec cette équipe motivée, passionnée, passionnante, ben doublement affirmatif. Par contre, il y a une petite part, malgré tout, d'inquiétude. Pourquoi inquiétude ? Parce que là, on est en plein mouvement, comme vous l'avez compris, à Bordeaux, mais pas qu'à Bordeaux, dans le monde, avec tous ces changements brutaux, surtout, on va dire, macroéconomiques et politiques, qui font que aujourd'hui, on s'aperçoit que le consommateur se détourne ou pourrait se détourner en fait de cette bouteille de vin qui est quand même un moment de partage assez magique. Et c'est pas trop vendre ou pas vendre son vin, c'est juste continuer auprès des jeunes générations à conserver ce bien et en fait cette éducation qui fait partie de l'art de vivre à la française pour moi. Comme dans d'autres pays, on a d'autres choses et nous, on a vraiment cet art de vivre et je pense que la bouteille de vin en fait pleinement partie. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous.
Guillaume, Thibaut, merci pour cette discussion passionnante et pour votre accueil chaleureux. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu, car j'ai pris un énorme plaisir à l'enregistrer et à vous dévoiler les coulisses des Carmes Aubryon. Les vins jouent vraiment dans la cour des grands, alors ne vous privez pas. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation, Romain Becker et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!